Votre édition de la soirée sur Eden TV, le sommaire tout de suite. Révision des termes de référence du comité de suivi du système national d'intégrité du Bénin. Le document a été adopté ce mercredi au cours de la deuxième rencontre des membres de ce comité. Ce 26 avril, la communauté internationale célébrait la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Au Bénin, la propriété intellectuelle est-elle connue? Que signifie-t-elle? Vous aurez la réponse dans un instant. Hissène Habré est désormais fixé sur son sort. Il a été définitivement condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité devant les chambres africaines extraordinaires, un tribunal spécial siégeant à Dakar. Jeudi 27 avril 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. La communauté internationale a célébré ce mercredi 26 avril 2017 la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Au Bénin, est-ce que la propriété intellectuelle est-elle connue et que signifie-t-elle? Élément de réponse dans ce reportage de Morey Arnaud-Agua et Romaric Devauché. De Souyovo, enseignant-chercheur d'université, a inventé un matériel qui permet la préparation du langouin dans de bonnes conditions d'hygiène. Il s'agit là d'une création de l'esprit. La propriété intellectuelle est le mode par lequel on protège les créations de l'esprit. Elle comprend deux branches. La branche de la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Au niveau de notre pays, la propriété littéraire et artistique est gérée par le BUBEDRA sous la tutelle du ministère de la Culture. La propriété industrielle est gérée par l'ANAPI qui est sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Chaque jour, de nombreux Béninois travaillent pour inventer de nouvelles œuvres. Mais sont-ils conscients de l'existence d'une procédure de protection des œuvres d'esprit? La protection d'une œuvre est une démarche conseillée, une démarche qui apporte à son initiateur une plus-value, une valorisation de ces œuvres d'esprit. Il est beaucoup plus connu du public que telle personne peut nous aider, peut nous apporter quelque chose de plus. Comment se porte alors la propriété intellectuelle au Bénin? La propriété intellectuelle au Bénin se porte à l'instar des pays membres de l'OAPI et le Bénin bien, parce que c'est une nouvelle matière que la population est en train de découvrir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup avancé. Et en termes d'avancement, nous devons retenir que de plus en plus, les chercheurs, les inventeurs comprennent l'importance de la protection de leurs œuvres. Si certains inventeurs béninois ignorent encore qu'il est possible de protéger leurs œuvres d'esprit, la directrice de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle parle des actions de sensibilisation. L'ANAPI fait beaucoup de sensibilisation. Nous avons des cibles, nous allons vers ces cibles-là, nous leur apportons l'information nécessaire et nous travaillons aussi avec les centres de recherche, les universités. Nous menons régulièrement des activités en direction des étudiants pour leur faire comprendre le réflexe de protection. Parce que vous imaginez, quand vous avez inventé ou bien vous avez innové, il ne faut pas divulguer. Il faut aller à la protection. Autrement, on vous arracherait votre invention. Il est possible encore que la propriété intellectuelle aille mieux au Bénin afin de se mettre véritablement au service du développement.
Pendant 3 jours, du lundi au mercredi, les professionnels des médias ont été outillés sur l'analyse des politiques publiques et la conduite des investigations. L'œuvre est de la direction des médias avec le soutien de la Fondation Friedrich Ebert Corneille Haïssé pour le compte rendu. Désormais outillés pour parler des politiques publiques. C'est à l'issue de 3 jours de formation axée sur la conception, l'analyse et l'évaluation des politiques publiques. Formation organisée par la Direction générale des médias avec l'appui de la Fondation Friedrich Ebert avec pour objectif amener les professionnels des médias, garants des espaces publics en toute démocratie, à mieux appréhender leur rôle dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et actions publiques. Expédio Logo, directeur général des médias, se réjouit de la qualité des travaux. Nous avons été profondément et agréablement surpris de vos comportements, mais aussi et surtout de la participation, disons, aux différentes communications. C'est vraiment intéressant. Je voudrais, à ce niveau-là, vous dire l'infinie gratitude de la Direction générale des médias et par-dessus la Direction générale des médias, le ministère de l'économie numérique et de la communication. Et ensuite souhaiter que cette formation fasse tâche d'huile et des effets positifs sur la production, sur la qualité de la production dans nos différents organes de presse. Au cours de ces 3 jours de formation, un accent particulier a été mis sur l'investigation journalistique et les politiques publiques. Il s'agit de donner aux journalistes les outils et méthodes nécessaires pouvant leur permettre de mener des enquêtes sur des décisions et actions publiques et politiques. Le rôle des journalistes dans ce genre de situation où on a des politiques publiques qui ne marchent pas ou qui marchent moins bien ou qui, d'une manière ou d'une autre, a quelque chose à se reprocher dans son évaluation, c'est beaucoup plus d'éclairer la gouvernance sur les choix utiles, sur les possibilités d'amélioration. Donc le journaliste, dans une telle posture, ne peut pas être quelqu'un seulement qui bavarde. Il doit être quelqu'un qui a de la méthode, qui a de la rigueur et qui puisse vraiment se positionner de façon beaucoup plus informée. Et pour le faire, c'est 2 choses importantes. L'information, se cultiver soi-même. L'idée pour nous, c'est que désormais, les journalistes que vous êtes, les professionnels que vous êtes, qu'on ressente de la profondeur, qu'on ressente du fond dans vos productions à l'avenir, afin que par cette production-là, vous contribuez d'une manière ou d'une autre à une gouvernance démocratique plus efficace dans le pays, parce qu'au fond, le rôle des médias est là. Les professionnels des médias participant à cet atelier sont satisfaits d'avoir de nouvelles connaissances dans l'exercice de leur métier. Nous avons l'habitude de faire des analyses sur les politiques publiques, mais très souvent, il est remarqué qu'il y a un certain nombre de paramètres qui nous échappent. Et cette formation, c'est le lieu de maîtriser ces différents paramètres. Et aujourd'hui, avec les notions que nous avons reçues pendant 3 jours, parce que nous avons reçu de grands experts, des experts qui nous ont donné beaucoup de notions en la matière, aujourd'hui, nous sommes à même d'analyser les politiques publiques avec beaucoup plus d'objectivité et beaucoup plus de précision. Ça a été en fait dense. On a eu des économistes, des sociologues, des anthropologues. On a également des journalistes expérimentés dans le domaine de l'investigation, ce qui concerne les politiques publiques. Donc de ces 2 points de vue-là, la formation a été bénéfique. Ça ne fait pas de nous forcément des experts des questions de politique publique, mais ça nous outille suffisamment pour qu'on s'invite dans ce débat, pour qu'on comprenne davantage quand il s'agit, et surtout en tant que journaliste, ça nous donne des clés, des pistes, des perspectives pour pouvoir également nous intéresser à la question. La direction des médias s'engage à multiplier de pareilles formations afin de relever le niveau des médias et les amener à mieux jouer leur rôle de veille pour la bonne gouvernance démocratique. L'atelier a pris fin par la cérémonie de remise d'attestation à tous les journalistes participants. Un reportage de Corneille Haïssé de Denis Maroya. Les membres du comité de suivi du système national d'intégrité du Bénin se sont réunis ce mercredi à Cotonou au cours de cette 2e rencontre qui a eu lieu après celle du 17 janvier dernier. Ils ont travaillé à l'adoption du document révisé des termes de référence du comité de suivi et poursuivi les amendements. Reportage. Le comité de suivi de la mise en œuvre du plan d'action pour le renforcement du système national d'intégrité du Bénin a organisé ce mercredi à Cotonou sa 2e rencontre. Ce comité est né à partir du diagnostic des forces et faiblesses du système national d'intégrité du Bénin. Il a été sanctionné par un rapport d'évaluation assorti par un plan d'action pour éviter que les recommandations demeurent lettres mortes. Ainsi, le comité de suivi est mis en place pour évaluer la mise en œuvre des actions à mener.
Mais quel est l'enjeu de cette rencontre? Gustave Assa, membre du consortium Social Watch Alcré au sein du système national d'intégrité du Bénin, nous répond. L'enjeu est double, c'est d'abord de réunir le comité de suivi, qui est une partie intégrante du processus donc de l'étude qui a été faite au Bénin. Et cet enjeu, c'est un enjeu autour du processus du système national d'intégrité. Ce système national d'intégrité a consacré un certain nombre d'éléments autour desquels il va être très possible pour nous de faire une veille continue dans la mise en œuvre des recommandations formulées à l'endroit du gouvernement. Samuel Kanenda, coordonnateur régional Afrique de l'Ouest de Transparency International, quant à lui est très satisfait de l'engagement des différents acteurs. Premièrement, c'est l'engagement des membres qui viennent de différents horizons. Nous avons l'ANLC, le ministère de la Justice et de la Législation, celui le ministère des Finances et de l'Économie et celui du Plan et du Développement. Nous avons aussi les acteurs de la société civile, les partenaires techniques et financiers. Il y a un engagement de tous ces acteurs qui reviennent et qui contribuent à cet exercice d'évaluation. Et aujourd'hui, l'intérêt ou l'objectif était d'abord d'adopter les outils. Il y a un outil de suivi avec des cibles, des indicateurs qui nous permettront de travailler en tant que comité de suivi. Le gouvernement a pris le 4 avril dernier un arrêté interministériel portant création, attribution, composition et fonctionnement des organes de mise en œuvre du plan d'action de promotion de l'intégrité et de lutte contre la corruption. L'Union européenne, partenaire financier du projet, se réjouit de cette décision du gouvernement et promet continuer les actions dans ce domaine. On voudrait aussi féliciter l'adoption de l'arrêté interministériel pour l'établissement d'un système de suivi du plan d'action que Transparency International, avec les différents interlocuteurs, a préparé pendant les derniers mois. La lutte contre l'impunité, c'est un axe principal d'intervention de l'Union européenne pour les prochaines années. Ça veut dire notre engagement financier et technique dans ce domaine va continuer. Et il y a une décision prise de continuer dans une seconde phase de ce programme et encore plus de renforcer les moyens qu'on a mis à disposition du gouvernement pour lutter contre l'impunité. Au terme de l'activité de ce jour, le comité devra adopter le document révisé des thèmes de référence du comité de suivi, poursuivre les amendements et valider l'outil de suivi de la mise en œuvre du plan d'action. Activité à l'Assemblée nationale, les députés ont procédé en séance plénière ce mardi à l'adoption de l'autorisation de ratification de la loi portant convention sur l'interdiction des armes à sous-munitions adoptée à Dublin en 2008. Suivons ici les précisions de Amen Didier Roupenudi et Romaric Devauché. La loi portant autorisation de ratification de la Convention sur les armes sous munitions. La Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale, que préside Nassirou Arifari Bako, a été invitée à présenter son rapport. Après l'exposé du rapporteur Valère Tchobo, le président de séance, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Gbian, a ouvert le débat général qui aura permis aux députés de faire part de leurs observations et appréhensions par rapport à ces genres d'accords de ratification. Et qu'à côté de nous, même si ces gens ratifient, il faut qu'il y ait une surveillance, il y ait un contrôle permanent pour éviter que ces gens-là nous détruisent. Sur le Vietnam, on a mis plus d'armes à assaut que sur toute la dernière guerre mondiale. Et encore aujourd'hui, les Vietnamiens souffrent de cela. Tu vas dans ton champ, tu veux cultiver le champ et boum, tu te fais attraper par une arme à assaut à munitions. Je connais beaucoup de garnisons, surtout à Bangui, en République centrafricaine, qui avaient pris feu en 1983 parce qu'on avait oublié les dates. Il a fallu vraiment l'aide de l'armée française pour pouvoir éteindre ce danger. Donc il est normal, il est souhaitable qu'on fasse tout pour que ces armes-là disparaissent. Le ministre Garde des Sceaux, représentant le gouvernement, a apporté des éléments d'appréciation sur l'intérêt du Bénin à signer cette convention. Il est beaucoup plus à craindre si, dans un cadre de solidarité,
le voisinage ne prend pas en considération les dommages éventuels que pourrait causer l'usage de ces armes, le Bénin pourrait être davantage exposé aux effets pervers que chacun a soulignés. Et c'est pour cela que non seulement le Bénin a signé l'accord, mais il a contribué à faire en sorte que les États de son environnement immédiat signent cet accord. Et il est allé plus loin. Plus on est ensemble, mieux on est solidaire, d'une part pour prévenir et d'autre part pour corriger si jamais des situations malencontreuses ou malheureuses survenaient. Joseph Djogbenou sera renforcé par le président de la commission. C'est qu'en signant, en ratifiant, nous sommes en coopération avec un certain nombre de pays, comme la France ou la Belgique, qui ont aussi signé et ratifié. Par exemple, la France, en signant, en ratifiant, ils ont décidé de détruire près de 22 000 bombes M26. Mais les pays qui ne sont pas signataires ou qui ne sont pas partis peuvent recevoir par des canaux frauduleux ce type d'armes. Le test de loi portant autorisation de ratification de la Convention sur les armes sous munitions signée en 2008 à Dublin a été adopté à l'unanimité des parlementaires béninois. Actualité hors du Bénin, l'ex-président tchadien Hissène Habré a définitivement été condamné ce jeudi à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Un verdict rendu à l'issue de son procès en appel devant un tribunal spécial siégeant à Dakar. Ce jugement confirme un jugement en première instance rendu en mai 2016 par les chambres africaines extraordinaires créé en vertu d'un accord entre l'Union africaine et le Sénégal où Hissène Habré s'est réfugié après avoir été renversé en décembre 1990 par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno. Il purgera sa peine au Sénégal ou dans un autre pays de l'Union africaine. On écoute à ce propos le président de la Cour. Acquitte Hissène Habré du chef de viol par commission directe sur Kadida Hassan. Dit que cette affirmation partielle n'a aucun effet sur la peine prononcée par la Chambre d'assises, rejette les autres moyens d'appel et confirme en conséquence la décision sur l'action publique à ses autres dispositions. Les Coptes catholiques d'Égypte attendent avec ferveur l'arrivée du pape François vendredi qui vient soutenir les chrétiens de ce pays en deuil par des attentats meurtriers. Malgré le contexte tendu, la petite communauté catholique de quelques 272 000 fidèles, selon des statistiques du Saint-Siège, est déterminée à offrir un accueil mémorable au pape. Samedi, le pape François va présider une messe dans un stade de la banlieue du Caire, réunissant tous les rites catholiques du pays, notamment les églises coptes, arméniennes, maronites et melkites. Manager d'un casino de jour, gardienne de cochons le reste du temps, Leslie Gilles a fondé un refuge pour animaux et s'est retrouvée avec des centaines de cochons nés abandonnés par leur propriétaire à l'âge adulte. Reportage. Tous les cochons sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, comme ces deux chouchous, Michael et Misty. Ils vivent avec près de 300 autres congénères dans ce refuge au nord de Johannesburg. Leslie Giles a fondé ce sanctuaire en 2004 pour sauver des chiens, mais elle s'est retrouvée submergée par des cochons domestiques dont leur propriétaire ne voulait plus. Aujourd'hui, nous avons 271 cochons qui vivent ici et nous ne pouvons pas en prendre plus. Il faut créer d'autres refuges pour cochons, vraiment. Marlène van der Berg a eu l'un de ces cochons nains. À l'achat, on lui avait promis qu'il resterait miniature. Mais les cochons nains adultes peuvent peser jusqu'à 70 kilos. Et Marlène n'en revenait pas de la taille que Bacon avait atteint. Ils sont tout mignons et adorables quand ils sont bébés. Et puis ils grandissent. C'est comme tout, ça grandit. Et les gens les abandonnent. En semaine, Leslie est manager d'un casino. L'essentiel de son salaire passe en frais pour nourrir et abriter les cochons réfugiés. Mais malgré tous ses efforts, elle en est persuadée, certains gorets dépriment.
J'ai vu des cochons rester contre un mur sans bouger, refuser de se nourrir et se laisser mourir de faim, littéralement, parce que leur famille leur manque. Pour eux, leur famille, c'est leur troupeau. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont abandonnés. Oui, il y a plein d'autres animaux ici, mais ils avaient une famille et cette famille les a abandonnés. La dépression chez les cochons est un vrai problème auquel les refuges doivent faire face. Au moins ces cochons ne finiront pas à la rôtissoire. Les plus chanceux feront même de vieux os. Le trafic marin prend de l'ampleur en Tunisie. Tout feu éteint, le navire de la garde maritime scrute le large dans un silence total. Au loin se trouve l'Italie, origine et destination de multiples trafics à bord de vedettes ultra rapides qui inquiètent la Tunisie. Reportage. Depuis sa cabine de pilotage, le commandant Mohamed Nasser scrute les écrans des radars. Avec son équipage de la garde nationale maritime tunisienne, il est à la recherche de trafiquants d'un nouveau genre. Pour mener leur trafic, ils utilisent des vedettes ultra rapides entre la Tunisie et l'Italie toute proche. Nous avons fait échouer des opérations dans lesquelles des Tunisiens en provenance du nord de la Méditerranée étaient impliqués. Ils viennent seuls et on trouve des devises, des cigarettes. Ce sont des choses qui existent. Depuis longtemps, des migrants prennent la mer en direction de l'Italie depuis la Tunisie. Mais ces derniers mois, de nouveaux trafics ont émergé, cette fois dans le sens nord-sud. En mars 2017, les gardes-côtes tunisiens ont mis la main sur plus de 31 kilos de cocaïne larguée dans les eaux tunisiennes par une vedette rapide. Avec cette opération et avec nos investigations sur ce nouveau phénomène qui a commencé à émerger surtout depuis l'année écoulée, nous prévoyons d'autres opérations puisqu'il y a des quantités aussi importantes. Donc on doit s'adapter à ce nouveau danger. La révolution de 2011, qui a renversé le régime de Ben Ali, a laissé place à un vide sécuritaire. Et des trafiquants en tout genre s'y sont engouffrés. Les circuits de la contrebande étaient bien connus et bien maîtrisés par les proches du régime. Et de ce fait-là, il n'y avait pas de contrebande d'armes et de drogue. C'était presque une condition du contrat. D'après les gardes-côtes, des réseaux internationaux ont pu installer des antennes en Tunisie, profitant des bouleversements politiques. Un défi de plus pour ce pays toujours en pleine transition depuis le printemps arabe. De ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure et avec le même plaisir.